Dans cette première vidéo, on va partir de 4 exemples concrets pour établir une condition nécessaire de la mesurabilité. Sachant que la stratégie de réfutation de la mesurabilité des grandeurs psychologiques avec les descriptions actuellement disponibles consiste à réfuter cette condition nécessaire. Donc, on va se mettre au point sur ce qu'est une condition nécessaire. Ça peut être utile. Donc, si j'écris qu'une quantité est mesurable à une certaine condition nécessaire, ça revient à écrire si une quantité est mesurable, alors la condition nécessaire est remplie. Donc pour qu'on voit plus nettement la structure logique de cette proposition, on peut écrire si A, alors B, où B donc est la condition nécessaire. Pour aller plus vite, on peut aussi écrire A implique B, ce qui est équivalent, logiquement, à non B, qu'on note comme ça, implique non A. Où on voit bien que si la condition nécessaire n'est pas remplie, alors A n'est pas vrai. Voici les 4 exemples qui vont nous intéresser. On veut mesurer premièrement la longueur d'un morceau de spaghetti avec un mètre ruban. Deuxièmement, la masse d'un objet avec une balance de cuisine. Troisièmement, la température d'un liquide avec un thermomètre. Et quatrièmement, la douleur qu'éprouve une personne avec ce qu'on appelle une échelle analogique de douleur. Pour formuler la condition nécessaire de mesurabilité qui nous intéresse, 3 idées principales sont utiles. Premièrement, une quadruple distinction. Donc il faut distinguer petit a, les quantités de grandeur qu'on veut mesurer. Petit b, l'objet qui possède cette grandeur. Petit c, le principe de mesurage qui permet d'obtenir une mesure de cette quantité de grandeur. Et petit d, le dispositif descriptif qui permet de faire les observations. La deuxième idée principale qu'il faut avoir en tête, c'est l'idée de causalité. Le principe de mesurage est un principe causal. Et troisième idée, c'est l'idée de validité. On doit pouvoir déduire ce qui se passe en termes de quantité à partir de ce qu'on observe. Je prends un morceau de spaghetti dont je vais mesurer la longueur, je le pose sur la table, j'attrape mon mètre ruban, je fais coïncider le début du spaghetti avec l'origine du mètre ruban et je dois déterminer la graduation qui coïncide avec le bout du spaghetti. Alors évidemment, il est impossible de la déterminer exactement, cette graduation, mais je peux faire un encadrement. Je lis que le spaghetti mesure entre 24,4 et 24,5 cm. On va retenir le résultat de cette première mesure. Donc, longueur du spaghetti, première mesure. On a dit entre 24,4 cm et 24,5 cm. Récapitulons les quatre notions à distinguer que j'ai introduites tout à l'heure. La quantité de grandeur, quelle est la grandeur? C'est la longueur du spaghetti. Quel est l'objet qui possède cette longueur? C'est le spaghetti. Le principe de mesurage qu'on a mis en œuvre, consiste à faire coïncider le début du spaghetti avec l'origine du mètre ruban pour que le bout du spaghetti corresponde à une graduation sur le mètre ruban. Et enfin, le dispositif de description qu'on a utilisé,
c'est le mètre ruban. On va renouveler l'exercice avec la situation qui consiste à mesurer la masse de cette bouilloire avec cette balance de cuisine. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est à vérifier que le zéro de la balance, quand il n'y a rien sur cette balance, correspond à l'aiguille. Je pose la bouilloire sur la balance. Je sais qu'une graduation représente 20 grammes. Et donc, je dois déterminer maintenant la position de l'aiguille sur le cadran de la balance en l'encadrant, comme on a fait tout à l'heure avec la longueur du spaghetti. Et donc, j'estime que l'aiguille se trouve entre 620 et 640 grammes. On récapitule. L'objet, c'est la bouilloire. La grandeur, c'est la masse de la bouilloire. Le principe de mesurage, il est incorporé dans la balance. Et le dispositif descriptif, c'est le cadran de la balance. Troisième exemple, on va mesurer la température de l'eau qui se trouve dans cette cafetière qu'on aura versée dans la bouilloire avec ce thermomètre. Je verse l'eau dans la bouilloire. Je trempe le thermomètre. Donc on attend que le niveau du liquide se stabilise. Maintenant que le niveau est stabilisé, on va pouvoir faire la lecture. Donc on lit que le niveau se trouve entre 21 et 22 degrés Celsius. Sachant qu'une graduation représente 1 degré Celsius. Donc récapitulons. La grandeur qu'on mesure, c'est la température. L'objet qui possède cette température, cette quantité de température, c'est l'eau qui se trouve dans la bouilloire. Le principe de mesurage, c'est le principe thermométrique. Plus il y a de la chaleur, plus il y a de la température, plus le liquide monte dans le thermomètre. Et le dispositif descriptif qu'on a utilisé pour faire la mesure, c'est les graduations qui se trouvent sur le thermomètre. Maintenant, on va passer à notre quatrième situation, c'est-à-dire la mesure de la douleur éprouvée. Donc Cédric, si tu veux bien nous aider, on va mesurer la douleur que je ressens lorsque tu poses un stylo sur la paume de ma main, la pointe d'un stylo sur la paume de ma main, de sorte que ça ne laisse pas de traces. Voilà, donc j'imagine sur l'échelle de douleur où je mets mon poing. Ça y est, tu peux enlever le stylo, merci. Et maintenant, il nous reste à lire où se trouve ce point sur l'échelle de douleur. Donc le résultat de la lecture, c'est l'intervalle 0,2 cm, 0,3 cm. Récapitulons. La grandeur, c'est la douleur. L'objet qui possède cette grandeur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ma main, sur laquelle Cédric a posé le stylo? Est-ce que c'est mon esprit? Supposons que ce soit mon esprit qui possède cette quantité de douleur éprouvée. Le principe de mesurage, il est incorporé dans mon activité mentale, puisque c'est moi qui ai produit le point sur l'échelle analogique de douleur. Et le dispositif descriptif qu'on a utilisé, c'est l'échelle analogique de douleur. Donc, venons-en maintenant à l'idée de causalité. Si les observations qu'on a faites sont des mesures, c'est que ces observations dépendent des quantités qu'on veut mesurer. Autrement dit, pure théorie, la variation des quantités détermine la variation des observations. Si on considère le problème sous un autre angle, si on admettait que les observations qu'on a effectuées ne dépendent pas des quantités qu'on veut mesurer, on ne pourrait pas dire sérieusement que ces observations sont des mesures. D'où la question suivante, pour tester cette relation de causalité, comment s'assurer que la quantité de grandeur augmente ou diminue avant même de l'avoir mesurée?
Donc, revenons à notre premier exemple de mesurage de la longueur du spaghetti. Je sais que si je coupe ce morceau de spaghetti en deux, n'importe lequel des deux morceaux résultants aura une longueur plus courte que la longueur du morceau initial. Je me rappelle que ma première mesure m'a donné l'intervalle 24,4 cm, 24,5 cm, et je prédis que la longueur du morceau coupé sera comprise dans l'intervalle que je note Y'1, Y'2, de sorte que Y'2 est strictement inférieur à 24,4 cm. Donc je coupe le spaghetti, je choisis ce morceau, je pose mon morceau de spaghetti coupé, je mesure sa longueur. Donc on n'a pas besoin d'une grande précision, il me suffit de noter que la longueur se trouve entre 11,5 et 12 cm. Je note sur le tableau, Y'1, c'est 11,5 cm. Y'2, c'est 12 cm. Et je vérifie que 12, qui correspond à Y'2, est bien plus petit que la borne inférieure du premier intervalle, c'est-à-dire 24,4 cm. J'ai vérifié mon hypothèse, qui me permet de corroborer mon hypothèse générale de principe causal. Ça ne veut pas dire que mon principe causal est vrai, ça veut juste dire que je ne l'ai pas falsifié, donc jusqu'à preuve du contraire, je continue d'y croire. Maintenant, on va passer à notre deuxième exemple. On va faire en sorte d'augmenter la quantité de masse de la bouilloire, laquelle a été augmentée par l'ajout d'eau auquel on a procédé tout à l'heure. Et donc, on va faire l'hypothèse. Donc, rappelons-nous ce qu'on avait mesuré. On avait mesuré que la masse de la bouilloire était comprise dans l'intervalle 620 grammes, 640 grammes. Et maintenant qu'on sait qu'on va augmenter la masse de la bouilloire, on aura donc la mesure Y'1, Y'2, telle que la borne supérieure de notre première mesure, 640 grammes, est strictement inférieure à la borne inférieure de notre nouvelle mesure, Y'1. Donc, déterminons Y'1. On va poser la bouilloire qui contient l'eau qu'on a utilisée tout à l'heure sur la balance. Je vérifie par mesure de précaution que le 0 est toujours en coïncidence avec l'aiguille de la balance lorsqu'elle est vide, lorsqu'il n'y a rien sur son support. Je pose la bouilloire remplie d'eau sur la balance. Je procède à la lecture et je lis 1 kg 400, 1 kg 500, donc 1500 grammes pour la borne inférieure et pour la borne supérieure 1520 grammes. Donc je note ce que j'obtiens. 1500 grammes, 1520 grammes. Y1 est égal à 1500 grammes, et qui est strictement supérieur à 640 grammes. Mon hypothèse est vérifiée et elle corrobore donc mon hypothèse générale selon laquelle l'augmentation de la masse produit une augmentation de la valeur observée. Donc maintenant, revenons à notre troisième exemple, la température de l'eau qui se trouve dans cette bouilloire. On va supposer que,
En faisant bouillir l'eau, on augmente sa température et donc on s'attend à ce que le niveau lu sur le thermomètre corresponde à une graduation supérieure à celle qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc je prends un bouilloire, je l'installe sur le socle chauffant et je mets en marche la résistance. Il va falloir qu'on attende que ça chauffe. Donc voilà, l'eau bout. On va mesurer la température de cette eau. Donc à nouveau, on va plonger le thermomètre dans l'eau. J'attends que le niveau du liquide se stabilise. Je fais ma lecture et je lis que le niveau se trouve entre la graduation 100, 101 et 102. La mesure initiale de la température de l'eau à température ambiante, c'était 21 degrés Celsius, 22 degrés Celsius. On a fait bouillir l'eau et donc on suppose que la température de l'eau a augmenté, c'est-à-dire que la borne inférieure de la nouvelle mesure Y' sera supérieure à 22 degrés Celsius. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la température de l'eau qu'on venait de faire bouillir était comprise entre 101 degrés Celsius et 102 degrés Celsius. Et on vérifie que 22 est plus petit que 101. Donc encore une fois, l'hypothèse est vérifiée, qui corrobore l'hypothèse générale du principe causal de mesurage, auquel on continue de croire. Donc maintenant, on va passer à notre dernier exemple, le mesurage de la quantité de douleur que je ressens lorsque la pointe d'un stylo est appuyée sur la paume de ma main. On sait qu'en augmentant la pression de la pointe du stylo sur ma main, la douleur que je vais ressentir sera plus grande. Comment quelqu'un qui n'est pas moi peut-il ressentir ma douleur? D'où deux possibilités. Soit on admet qu'on ne sait pas manipuler expérimentalement ma douleur ressentie et donc qu'on ne peut pas tester que mes indications sur l'échelle analogique dépendent de ma douleur ressentie. Soit on maintient qu'on sait manipuler ma douleur ressentie, par exemple en la faisant augmenter, et on peut tester la causalité, variation de douleur, variation de la position du curseur sur l'échelle analogique. Donc on va admettre qu'on sait manipuler ma quantité de douleur ressentie pour pouvoir faire un test. Donc je demande à Cédric d'appuyer la pointe du stylo sur la paume de ma main un peu plus fort, mais pas trop quand même, hein. Je visualise un point sur l'échelle analogique. Merci Cédric. La mesure initiale de la douleur ressentie qu'on a mesurée, c'était 0,2 cm, 0,3 cm. On encadre le point auquel on vient de s'intéresser par 1 cm, 2 cm. On fait l'hypothèse que la borne supérieure de la première mesure est strictement inférieure à la borne inférieure de la seconde mesure. On a bien que 0,3 cm est strictement inférieur à 1 cm. On vérifie l'hypothèse et on corrobore l'hypothèse générale selon laquelle plus ma douleur ressentie augmente, plus la position du curseur sur l'échelle analogique se déplace vers la droite. Récapitulons. Pour interpréter les observations comme des mesures, il est nécessaire de croire que ces observations dépendent des quantités qu'on veut qu'elles mesurent. Si une variation observée peut se produire sans que la quantité de la grandeur qui nous intéresse n'ait changé, alors les observations dépendent d'on ne sait quoi, et on ne pourra pas s'en servir pour déduire un changement quantitatif relatif à cette grandeur. Ce qui nous amène à la troisième idée importante, la validité de nos inférences ou encore la déductibilité. On attend des mesures qu'un changement observé dans des conditions données
permettent de déduire un changement quantitatif. Autrement dit, par la contraposée, si aucun changement quantitatif ne se produit, alors les observations sont constantes. D'où la question, pour tester cette idée, il faut s'assurer qu'aucun changement quantitatif ne se produise. Comment s'en assurer? On va revenir sur notre premier exemple de mesurage de la longueur d'un morceau de spaghetti. Les valeurs qu'on avait trouvées, c'était 11,5 cm, 12 cm. On sait que la longueur du spaghetti n'a pas changé parce qu'on n'a pas touché au spaghetti dans l'intervalle de temps qui sépare la première mesure de la mesure qu'on va faire maintenant. Donc je remesure la longueur de notre morceau et je détermine à nouveau un intervalle 11,5 cm, 12 cm. Donc l'hypothèse qu'on va vérifier, c'est que l'intersection de nos deux intervalles n'est pas nulle. Donc je l'écris. Y1, Y2, inter. Alors, on va s'aider avec les couleurs. Y'1, Y'2 est différent de l'ensemble vide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette hypothèse? Ça veut dire que soit l'intervalle bleu et l'intervalle noir se chevauchent de cette façon-là. Donc la partie commune n'est pas vide. Je vais la hachurer. Soit les deux intervalles se chevauchent de cette manière-là. Et donc, la partie commune n'est pas vide non plus. Soit les deux intervalles coïncident. Donc, leur intersection correspond à l'intervalle lui-même. Soit les deux intervalles coïncident seulement sur un point. Un point, un seul point. Et donc leur intersection n'est pas vide. Et on peut envisager évidemment que l'intervalle bleu se trouve à la place de l'intervalle noir et l'intervalle noir à la place de l'intervalle bleu. Donc, dans la situation qui nous intéresse, ce qu'on vient de trouver, c'est que les deux intervalles coïncident exactement. On a vérifié l'hypothèse selon laquelle les deux intervalles n'ont pas une intersection nulle, puisqu'on a constaté que les deux intervalles coïncident exactement, ce qui corrobore l'hypothèse générale selon laquelle, quand la quantité ne change pas, les observations ne changent pas, au sens où on vient de le définir. Et maintenant, on va s'intéresser à nouveau à notre exemple numéro 2, en testant que si la masse de la bouilloire n'a pas changé, les mesures n'auront pas changé. On va remettre l'eau de la bouilloire dans la cafetière pour revenir à la masse initiale de la bouilloire, en négligeant les quelques gouttes d'eau qui restent dedans. Je repose la bouilloire sur la balance. Je lis les graduations et je trouve que l'aiguille se trouve entre la position 620 et 640. Ce que je vais noter. Donc, on a trouvé 620, 640 grammes. 620 grammes, 640 grammes. C'était
c'était le même intervalle que celui qu'on avait mesuré initialement. Je vais le réécrire ici. On se retrouve dans la situation précédente, c'est-à-dire que les deux intervalles de mesure coïncident, ce qui permet de vérifier l'hypothèse selon laquelle les deux intervalles de mesure ont une intersection non vide, ce qui permet de corroborer l'hypothèse générale selon laquelle quand la quantité de masse n'a pas changé, les observations n'ont pas changé au sens où on vient de le définir. Maintenant, on va s'intéresser au test de notre hypothèse pour le cas où la température de l'eau est mesurée lorsque l'eau bout. Donc on va à nouveau remplir notre bouilloire d'eau. On va faire bouillir l'eau. Donc voilà, l'eau bout. Je vais arrêter la résistance. Je trempe le thermomètre dans l'eau. Voilà. Et donc lecture, je lis, ça redescend immédiatement. Je remets à bouillir. Et c'est là qu'on voit que le niveau de liquide continue de monter, ce qui n'était pas prévu. Et donc on va essayer de lire en même temps qu'il redescend. C'est stabilisé, on va considérer que c'est stabilisé. Je fais ma lecture rapidement et je lis entre... Ça y est, il descend. Mais au moment où j'ai regardé, on était entre 100 et 101. Il faut faire attention avec ces résultats parce que donc on se retrouve dans la situation où l'intervalle qui correspond à notre nouvelle mesure, qui est le noir, se trouve ici par rapport à l'intervalle initial. Je dois effacer celui-là. Et donc, si on raisonne sans réfléchir, on va considérer qu'effectivement l'hypothèse est vérifiée, laquelle corrobore l'hypothèse générale selon laquelle, à température constante, les observations ne changent pas au sens où on vient de le définir, sauf qu'il y a un petit problème, c'est est-ce qu'on est sûr que la température de l'eau qu'on a mesurée précédemment était la même que la température de l'eau qu'on vient de mesurer maintenant? Ce qu'on avait comme indice empirique, c'est que l'eau bouillait avec le fait que la cafetière avait était en position de chauffage ou pas. Et on a pu constater que le niveau du liquide dans le thermomètre variait rapidement, à la hausse ou à la baisse. Donc, à mon avis, c'est suffisant pour qu'on puisse considérer qu'on n'est pas suffisamment assuré de la constance de la quantité de température pour que les résultats de notre test soient probants. Donc, on pourrait, si on était un peu plus exigeant, refaire un test en se donnant les conditions adéquates, par exemple en considérant l'eau à température ambiante avec une première mesure et une deuxième mesure dans un intervalle de temps suffisamment court pour qu'on puisse faire l'hypothèse que la température ambiante n'a pas évolué et refaire le même raisonnement. On ne va pas le faire faute de temps et on va tout de suite passer au test de notre hypothèse pour ce qui concerne la mesure de la quantité de douleur que je ressens. Donc, Cédric, est-ce que tu peux venir à nouveau appliquer la pointe de ton stylo sur la paume de ma main de façon à ce que ça n'exerce pas de pression particulière? Donc maintenant, je m'interroge moi-même, je visualise le point sur l'échelle analogique qui correspond à ma perception. C'est fait, merci Cédric. On fait la lecture de la distance de ce point au zéro de l'échelle et on trouve les valeurs que je vais afficher sur le tableau. Tout à l'heure, on avait lu les valeurs suivantes, 0,2 cm, 0,3 cm. Et maintenant, on lit les valeurs 0,4 cm, 0,5 cm. En analysant les données, on se rend compte que l'intersection des deux intervalles de mesure est l'ensemble vide, ce qui falsifie notre hypothèse,
laquelle falsification falsifie l'hypothèse générale selon laquelle quand la quantité de douleur ressentie ne change pas, la réponse ne change pas. Donc, soit on remet en question la prémisse selon laquelle la quantité de douleur ressentie est restée constante, auquel cas on revient sur la conclusion qu'on a écartée précédemment, c'est-à-dire que dans ce cas, on n'a pas les moyens expérimentaux de contrôler la quantité de douleur que je ressens, ou bien on continue à supposer que la quantité de douleur que je ressens est restée constante, auquel cas ma réponse ne dépend pas de la quantité de douleur que je ressens, ce qui est bien normal puisque je ne suis pas un instrument de mesure. Donc récapitulons tout ce qu'on a vu. Le mesurage de la longueur d'un morceau de spaghetti, de la masse d'un objet ou de la température de l'eau est possible parce qu'on invoque un principe de mesurage qui assure que ce qu'on est capable d'observer en utilisant notre procédé, un certain procédé descriptif, dépend de ce qui se passe au niveau quantitatif. Autrement dit, l'idée de principe de mesurage, c'est que les phénomènes qu'on est capable de décrire ne font pas ce qu'ils veulent. Ils répondent, ils obéissent à un principe de mesurage. Par contraste, on s'est rendu compte que l'idée de mesurer la quantité de ma douleur ressentie, ça nous met dans une situation tout à fait différente, puisque les observations qu'on est capable de faire, c'est-à-dire où se trouve le curseur sur l'échelle analogique de douleur, dépendent de ce que je veux bien raconter en déplaçant, même mentalement, le curseur de cette échelle. Et je ne suis pas un instrument de mesure, je réponds conformément à mon intention de répondre de telle ou telle manière. Donc, mesurer des grandeurs psychologiques, c'est problématique. Alors, on peut à cet égard remarquer l'exigence intellectuelle des physiciens vis-à-vis des instruments de mesure, en citant Pierre Duhem qui écrivait ceci au début du XXe siècle. Avant d'appliquer un instrument à l'étude d'un phénomène, l'expérimentateur, soucieux de certitude, démonte cet instrument, en examine chaque pièce, en étudie l'agencement et le jeu, la soumet à des essais variés. Il sait alors d'une manière exacte ce que valent les indications de l'instrument et de quelle précision elles sont susceptibles. Il peut en faire un usage avec sécurité. On peut maintenant formuler une condition nécessaire de la mesurabilité, ce qui était l'objectif de cette première vidéo. Si des observations, y compris les réponses à un certain nombre d'items de tests psychologiques, ce qui va nous intéresser par la suite, mesurent une certaine quantité d'une certaine grandeur, alors, condition nécessaire, la variation des réponses dépend de la variation des quantités de cette grandeur, de telle manière qu'il soit possible de déduire d'une variation observée que la quantité de grandeur a augmenté ou diminué. La seconde vidéo est dédiée à la formalisation de cette définition grâce à la notion de fonction de mesurage qui servira de représentation mathématique du principe de mesurage.